Monsieur, je vais faire ici la chronique d'une mort annoncée, mort clinique bien sûr, annoncée de l'Afrique noire au cours de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, oui, quand on regarde les Africains, ils sont tout le temps humiliés, souillés, ridiculisés par eux-mêmes. Et que font les autres races? Ils rentrent dans la mêlée et pour nous ridiculiser. Le noir n'est pas respecté, les Africains ne sont pas respectés. Mais alors, quelle est la place des Africains dans ce monde? Pourquoi les Africains sont là? Mais pourquoi ne comprennent-ils pas l'enjeu de la respectabilité interraciale, la respectabilité intercontinentale? Mesdames, Messieurs, oui, je vais vous faire une chronique, celle d'une mort annoncée de l'Afrique noire. Bon, avant de commencer ça, il faut que je pose d'abord des questions. Qu'est-ce qui empêche les Africains d'entrer dans l'histoire humaine? Ils ont certes des ressources naturelles, les ressources humaines, mais qu'est-ce qui les empêche d'être aussi respectés, comme cela se voit à l'échelle européenne, asiatique et en Océanie et partout? L'Afrique se ridiculise, l'Africain se ridiculise lui-même, se ridicule par lui-même. Mesdames, Messieurs, alors, qu'est-ce qui empêche aux Africains d'entrer dans l'histoire humaine? Bien sûr que les Européens, tout le monde entier, les Européens, surtout les Européens, les Occidentaux, ont tout livré à l'Afrique. Depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui les néocolonialistes, ils ont tout livré. La pensée, la connaissance, l'histoire, les méthodes, les pratiques de la démocratie, et tout est là sur un plateau d'argent. La gestion des vies, de la vie, de la condition humaine, tout est là sur un plateau d'argent. Mais les Africains ne sont pas capables de structurer, d'organiser tout cela. Alors que les Chinois, bon, ils ont tout copié. Au niveau de la... Quand on copie la nature, on appelle ça du biomimétisme. Mais copier l'humain, les Chinois l'ont bien compris. Ils regardent un produit, ils copient. Et ça marche. Est-ce que les Africains ont des capacités cognitives à devoir repenser ces enjeux-là? Mesdames, Messieurs, oui. Il ne suffit pas d'avoir des bagages. Mais il faut savoir là où les déposer. Oui, surtout quand on a des bagages neuronaux. Est-ce que les Africains ont ces valeurs-là? Ah ouais, mais pourquoi sinon? Pourquoi ils se remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté, leurs conditions humaines? Toujours ils se remettent aux autres. Venez nous aider. Les Européens, les Amériques, partout. Venez nous aider. À un moment, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui. Qu'est-ce qui empêche les Africains d'entrer dans l'histoire humaine? Ouais. Bon, est-ce que nous sommes à un certain stade? C'est-à-dire, nous sommes entre le déterminisme naturel et le post-déterminisme naturel. C'est-à-dire, le déterminisme naturel, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, le stade inférieur d'humanité. Mais dès que vous avez franchi ce stade-là, vous êtes du côté de l'humanité. Est-ce que nous avons franchi cette barrière-là entre le déterminisme et l'humanité? Bon, sinon, comment cela se veut dire que nous sommes dans la récurrence des consciences réfractaires qui ne sont que là pour ne pas respecter les droits des institutions, des États, des règles établies. Mais non, on est toujours en conscience réfractaire, à caractère politique, économique, autre. Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que dans la société, ou la civilisation, il y a les institutions, il y a les constitutions, il y a certaines valeurs morales. Bien entendu que on a délégué un certain nombre de pouvoirs à un individu qui gère le bien commun. Mais quand celui-ci vient, s'accapare de ce bien commun, devient sa propriété privée, ça commence à faire problème. Donc on a des gens qui n'ont pas de morale, ils sont d'une immoralité sans borne, des kleptomanes et autres. Mais regardez la même situation qu'on voit en Afrique, par exemple.
ce qui concerne les biens communs. Ce qui se passe là-bas, au Japon même, dans les pays d'Europe du Nord, la Scandinavie, ces gens-là seraient jugés comme immoraux, des malades mentaux, et souillés par la société. Mais nous, ça se passe dans la récurrence, on répond les mêmes erreurs, on refait les mêmes choses. Mesdames, messieurs, oui. Voilà. Donc il faut voir que à la tête d'un peuple, il faut des gens capables de savoir le sens de l'intérêt général. Oui, mais là, ça ne marche pas. Et ça commence à bien faire. Oui, vous savez aussi bien comme moi, la valeur d'une race ou d'un groupe ethnique se mesure par l'individu intelligent ou non. Elle se mesure par ses capacités de devoir penser ou repenser en permanence. Je dirais même suturer, organiser et manager dans la complexité des écosystèmes sociétaux sur différentes échelles. Est-ce que nous sommes en capacité de suturer nos écosystèmes sociétaux? Bon, c'est là d'autant difficile et passionnant de voir que les Africains sont dans la récurrence de certaines mentalités qui empêchent l'évolution du continent noir. Oui, on a pu par exemple voir, au sein de ces mentalités, on voit la question de la raison. Oui, les gens ne sont pas capables de juger par eux-mêmes. Il suffit que bon, le problème, il y a des droits de naissance et surtout aussi de la tribalité ou du tribalisme. On ne vote pas à cause d'un courant de pensée ou des courants de pensée pour des valeurs d'intérêt général autre. On va voter l'individu parce qu'il appartient à cette tribu. Même si c'est un monstre, un incapable, un idiot, un imbécile, on va passer sur la région. Mais ça, c'est au XXIe siècle. Et ça se répète encore en Afrique. Mesdames, messieurs, le deuxième mot, c'est toujours l'esprit critique. Oui, l'Africain, dès que tu le critiques, tu deviens l'ennemi. Mais ici, on adore, par exemple, en politique, dans un même parti politique, quand on vous critique, vous êtes le concurrent. Mais si vous êtes dans l'autre parti politique, adverse, vous êtes adversaire. Mais on valorise l'esprit critique. Regardez les débats politiques ici, en Occident. Mais les Africains sont toujours là à commenter. Mais pour eux, là-bas, ils ne savent même pas utiliser ça et faire ça. Bon, il y a un problème. On est bien d'accord. Bon, il y a aussi le problème de la conscience. La conscience, c'est que les Africains sont conscients de leurs actes et de leurs habitudes et comportements. Sinon, comment cela se fait que depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans de leur indépendance, la condition humaine en Afrique s'est complètement dégradée. Oui, bien sûr qu'ils ont des ressources naturelles, mais qui continuent d'être pillées à huis clos. Mais la Corée du Sud n'a pas ces ressources-là. Regarde là où elle est. Mais si la Corée du Sud avait ces ressources à eux, voilà, vous voyez qu'il sera peut-être l'hyperpuissance du mondial. Mais donc, il ne suffit pas d'avoir des ressources pour développer ou pour créer les conditions humaines d'un pays, d'une société ou d'un continent. Non, ce n'est pas vrai. Oui, il y a une différence entre les pays d'Afrique noire et les pays d'Afrique arabe. Voilà, donc il y a une différence de cognition aussi là, à cette échelle. Mesdames, messieurs, vous connaissez que d'ici 30 ans, 10% des Africains à 20% aura des maladies cancéreuses ou génétiques. Parce qu'en cause, c'est toujours la question de la condition humaine. L'accès à l'eau, à l'énergie, les villes poubelles et tout ce que vous connaissez. L'Afrique, en réalité, on croit qu'elle avance. Non, non. Ceux qui utilisent les marchés pour avoir passé, ils ont eu seulement l'opportunité de voyager ou de construire certaines maisons quand ils ont un pouvoir politique ou économique. Voilà. Mais en réalité, l'Afrique se dégrade. Pour tous les observateurs, l'Afrique se dégrade. Voilà. Bon, quatrièmement, à cause de quoi nous avons les valeurs d'immoralité au lieu de profiter des valeurs morales. Le bien contre le mal. Vous voyez comment, comme la question d'ailleurs des institutions. Regardez Wade, au Sénégal, qui est un monsieur intelligent. Il est rentré en conscience réfractaire contre les lois qui étaient établies des institutions. Tu dois se présenter que 2 fois, mais pas 3 fois. Mais il a voulu, heureusement que le peuple sénégalais a déjoué son cours. Mais bien entendu, par exemple, au Congo, où le dictateur Denis Sassou Nguesso, depuis ses 32 ans de dictature, a confisqué 90% du produit intérieur brut qui le sert à lui. Il a donné au peuple que 10%. Ça, c'est moral. Ça ne se passe pas dans les pays scandinaves. En Scandinavie, c'est impossible. C'est immoral. Vous êtes malade. Vous êtes quoi? Mais en Afrique, on voit ça. Ah oui, encore l'Afrique.
Donc Sassou Nguesso a confisqué 90% du PIB congolais. Donc cet argent sert pour sa famille, pour se maintenir au pouvoir, pour alimenter ses réseaux de lobbying partout dans le monde. Il a acheté le monde avec ça. Vous voyez que c'est immoral et le peuple vit dans les conditions inhumaines. Mais lui, il est là comme ça, c'est naturel. En Afrique, même les Africains vont là-bas faire du lobbying autour de ce monsieur. Mais ailleurs, non, mais moi, non, ça ne peut pas. Vous croyez que si c'était un pays européen qui fait ça, entre eux, il y aura moins d'Européens qui iront voir ce monsieur. Mais nous, à Noirs, que ce soit les Noirs venus des Amériques, des Antilles, d'Afrique, partout, ils vont voir ces gens-là. Mais comme si l'Afrique, on montre à nous, aux yeux du monde, que l'Africain, malgré sa situation sociale, sa position géographique, ou qui est à l'étranger ou ailleurs, il est resté toujours le même. Parce que si tu cherches le naturel, il revient au galop. Donc les Africains sont au même niveau. Mesdames, Messieurs. Bon. Bien sûr, il faut l'éducation. Voilà, l'éducation là-bas est souillée. Il y a les dictateurs sont là, ils règnent au maître, ils empêchent l'individu la possibilité de penser et de réfléchir. Parce que la connaissance pour l'éducateur, c'est pas bon. Donc on empêche un continent de prospérer. Parce que celui qui empêche le savoir, la connaissance, la libre pensée, il empêche l'évolution de tout un continent. Donc les conséquences, nous les voyons, bien sûr. On voit plusieurs conséquences. Nous les voyons, les impacts là. Bon, donc, bien sûr qu'ils sont en conscience réfractaire contre les valeurs précitées, c'est-à-dire la raison, ils empêchent la raison, quelqu'un de juger par soi-même, ils empêchent l'esprit critique, hein? Donc ils les tuent, ils les traumatisent, ils font la violence, ils les torturent, ils font, voilà, et l'Afrique va avancer comme ça. Bon, bien sûr, la conscience, c'est des consciences réfractaires. Bon, tout est là, voilà, vous savez que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle résume dans l'éducation, les formations qu'on donne à l'individu ou celles qu'on lui refuse. Donc, si vous refusez à quelqu'un la manière de réfléchir, de penser autre, vous empêchez tout un peuple, toute une société, tout un continent à avancer. Mesdames, Messieurs, en résumé, à cette échelle, oui, nous parlons toujours de la chronique d'une mort annoncée de l'Afrique. Premièrement, c'est d'abord le désastre. Les impacts sont là, les désastres de la condition humaine, je l'ai dit. Nous avons une prolifération des villes poubelles, donc qui impactent sur la santé publique. Oui, je vous ai dit que d'ici 30 ans, l'Afrique aura 20% des Africains énormes, aura des maladies cancéreuses, maladies, voilà, ça se commence à voir. Beaucoup des Africains viennent se soigner ici, on va d'abord au Maroc ou en Afrique du Sud et en Europe. C'est à cause de ça, c'est la condition de vie. Même les gens qui gouvernent ces pays sont dans la même condition parce qu'ils n'ont pas de cerveau pour comprendre que la première médecine, c'est d'abord le cadre de vie. Donc, la prolifération des villes pouvait, c'est les problèmes de l'ossature même des villes. Des nuisances sonores, des olfactives, des traitements de collecte et des traitements des déchets ménagers assimilés. Bon, l'accès à l'eau potable, bien sûr que les sources d'approvisionnement en ces eaux vont être souillées parce que la question des ressources, l'exploitation des mines solides et autres vont polluer les rivières, ils vont polluer les nappes et sans qu'ils puissent voir, c'est des sauvages qui sont là, ils ne savent même pas ces enjeux-là, mais bien sûr, quand ils ont les moyens, ils viennent se réfugier ici en France pour passer en Europe ou en Occident, dans la civilisation, pour avoir au moins un cadre de vie. Quelle honte! Voilà la question des ressources naturelles, bien sûr. Le pétrole, ils ont capté leur budget qui est sur le pétrole, mais là, les cours sont en train de descendre, donc le budget de leur pays vont s'étioler. Et aussi la question des ressources en bois, en mines solides. Donc, vous qui êtes la politique de la rente, de la chasse et de la cueillette, mais bien sûr que ce sont des kleptomanes, ils n'ont pas de cerveau pour penser des choses et léguer à nouvelle génération politique de repenser leur pays. Mais ils sont là, ils restent là, parce qu'ils savent faire, c'est des professionnels de la politique qui sont toujours là. Ils voient que tout, c'est eux qui sont là, qui doivent construire ce pays jusqu'à la mort. Et donc l'Afrique se déclasse et va se déclasser tout au long de ce 21e siècle. Oui, donc nous aurons la prolifération des dictateurs, oui, bien sûr. Parce que, bien sûr, les conséquences sont là, les violences, la mort assurée voilà. Donc,
Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui va quitter l'Europe ou l'Occident, aller s'installer dans son village ou ailleurs, mais ce sera plus difficile. Les gens quittent l'Occident quand ils veulent rentrer chez eux, ils vont rester en ville. Parce qu'aller rester dans le village ou dans la nature africaine, vous avez des risques d'avoir des embrouilles avec, soit avec les miliciens, les guérillas, les choses qui vont arriver, ou des opérations d'expropriation des terres parce que le dictateur ou tel sans loi, il n'y a pas de loi, monde sans loi, sans foi ni loi, donc on va vous confisquer la terre. Donc l'Afrique, c'est un chaos. Et c'est ça que je demande, à quoi sert l'Afrique? Pourquoi nous sommes en Afrique? Pour qu'est-ce qu'on nous a donné comme cerveau ou état d'esprit, anthropologie pour être comme ça? Donc nous devons repenser l'Afrique de demain. Je pense que la repenser l'Afrique de demain, il faut d'abord commencer à responsabiliser la jeunesse africaine. Mais celle-là est déjà instrumentalisée. Bon, ça sera très très difficile. Donc ceux qui sont des adultes, qui sortent des sociétés civilisées, vous devez arriver en Afrique, ne comptez pas sur les sociétés civiles africaines, selon les pays, mais ils sont tous instrumentalisés au service des tyrans, des dictateurs et autres. Donc c'est que dalle. Bon, donc il faut que les gens qui auront, quand il y a un mouvement, un changement quelque part, il faut aller voir les pouvoirs et repenser les pouvoirs politiques et économiques à l'échelle de votre pays, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale et nationale. C'est-à-dire les pouvoirs auto-gérés d'en bas vers le haut. C'est-à-dire les régions, États. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diversité des régions, hein, États, du dynamisme, de complémentarité, d'activité, voilà. Moi, je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher les partenaires économiques autres ailleurs dans le monde. Il peut créer une diversité. Donc, on va plus... L'Afrique, pour se protéger de ces mauvais, de ces dictateurs, il faut qu'il aille vers le pouvoir fiable, auto-géré, d'en bas vers le haut. C'est-à-dire à l'échelle des régions. Ou d'une tribu. Parce que le tribalisme politique est plus dangereux en Afrique que le racisme en Occident, par exemple. Parce que là-bas, on vous empêche tout. On crée des génocides. De l'apartheid politique, de l'apartheid social. Le tribalisme politique en Afrique crée de l'apartheid politique, l'apartheid social, voilà. Et aussi des génocides. Donc, laissons maintenant le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, donc au cœur des régions tribus. Donc, si nous pouvons repenser ça à l'échelle africaine, nous aurons avancé. Moi, je saurais défendre, je parle avec ma langue, je saurais défendre ma région contre tous les enjeux majeurs. Voilà. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre le pouvoir autogéré d'en bas à l'échelle tribale ou régionale et le fédéralisme. Bon, le juste équilibre, là, on a des modèles qui sont les modèles allemands, les modèles suisses, le modèle américain. On peut tout réformer, trouver le juste équilibre par rapport à ce que nous savons. Mais sinon, attendre que toutes les décisions soient prises à une capitale T, à Brazzaville ou à Yaoundé ou à Abidjan ou à Niamey voilà, ou à Dakar. Non. Ou à Conakry. Bon, non, ça ne pourra pas. Donc, on va croiser les bras. Comme les gens disent parfois, ils ont l'esprit d'assistanat, ils sont des fainéants. Il faut les mettre l'activité au cœur des régions. Ça va motiver tout le monde. Donc, d'où l'enjeu là. Donc, le premier pays africain qui se libère désormais à partir de 2016 jusqu'à 2017-2018, il faut qu'il crée les conditions d'un pouvoir autogéré, politique autogéré d'en bas vers le haut. Le président de la République n'aura qu'un rôle symbolique. Tout le pouvoir est au sein des régions, États. Et le Premier ministre ou le chancelier, tout ça, il va faire l'équilibre entre ces régions, États et gouvernements. Avec toutes les administrations, d'abord locales et puis fédérales. On va trouver comment répartir les ressources financières entre ces régions. Voilà. Donc tout est possible. On peut repenser. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.